Et la suite, c'est que nous allons faire connaissance avec des aventuriers varois, Philippe Sauve et Georges Nicolas. Ils nous racontent leur périple en Islande, durant lequel ils ont rallié le nord au sud de l'île. Voici tout de suite, C'est de l'info, le magazine d'information présenté ce soir par Florence Gau. RCF. C'est de l'info. Imaginez que vous marchez sur une route et que vous n'entendez que le bruit d'une canne blanche sur le goudron. Imaginez que vous avez un rêve, traverser l'Islande à pied. Imaginez que vous devez le faire accrocher au bras d'un ami. Imaginez que vous ne verrez rien de ce voyage. C'est le défi qu'a relevé Georges Nicolas, non-voyant depuis une quinzaine d'années, avec l'aventurier varois Philippe Sauve. Ils sont revenus le 24 septembre dernier de 20 jours passés en Islande. Ils sont tous les deux les invités de C'est de l'info. Florence Gau. Alors, Godendag, à tous les deux, bonjour en islandais, je suis allée chercher. Bonjour, mais je crois qu'on n'essaiera pas de parler islandais parce qu'on a eu du mal. Quand même, 20 jours passés là-bas, vous avez bien rapporté quelques bribes. C'est tellement facile l'islandais, non ? Je laisse à Georges. Non, les noms sont imprononçables. Bonjour à tous. Et c'est très difficile de parler l'islandais. Effectivement, je m'attendais à beaucoup pire. Godendag, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais me permettre de tenter l'expérience. Alors, 20 jours pour traverser l'Islande du nord au sud. Vous êtes revenu il y a quelques jours. Racontez-nous un petit peu comment est née cette idée folle. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, mais racontez-nous qui a eu l'idée en premier. Qui a eu l'idée folle ? Eh bien, je crois qu'elle est venue d'un commun accord. Oui. On s'est rencontrés avec Georges lors d'un salon du livre, le salon du livre de Sifour. Et donc moi, j'avais déjà fait pas mal de périples. Georges était parti en Laponie. Et on avait envie de réaliser un projet commun. Et donc, au départ, on voulait faire un périple à l'ascension du sommet. Mais ça n'a pas pu se faire pour cause de budget. Et on avait besoin de vivre une aventure quand même cette année, et donc on a décidé de partir en Islande. Une expérience humaine, sportive, Georges ? Au-delà de l'aventure sportive, c'est surtout l'aventure humaine et la complicité qui a pu naître entre Philippe et moi pendant ces 20 jours, parce que même si on se connaissait depuis quelques années, on n'était jamais vraiment partis ensemble autant de temps. Et quand on faisait des petites randonnées ici dans le Var, j'avais toujours ma chienne avec moi. Que là, donc, la loi islandaise ne permettant pas l'entrée sur leur territoire des chiens étrangers, donc c'est Philippe qui a dû me guider pendant toute la durée de ce voyage, et donc ça nous a encore plus rapprochés et on a vécu une aventure humaine hors du commun quand même. Alors, est-ce que Philippe a été un bon guide ? Oui, il a été un très bon guide. Georges a dit que j'ai obtenu mon diplôme. C'est ça. Alors c'est bon. Voilà, il a largement obtenu son diplôme pour guide de non-voyants, sans problème. Parce que donc Georges, il y a une quinzaine d'années, vous découvrez que vous avez une maladie rare et évolutive qui vous rend aveugle, et vous décidez quand même de réaliser tous vos rêves. C'est ça, disons, c'est pas venu d'un coup, c'est au fur et à mesure. J'ai fait un stage dans un institut à Nîmes, l'institut Aramav, où là, donc, on m'a fait prendre conscience des possibilités qu'on peut avoir malgré notre handicap. Et donc, quand j'ai quitté ce stage, j'ai dit, tout ce que j'ai pas pu faire avant, je vais essayer de le faire maintenant, et même plus, puisque depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, grâce à Philippe, il me permet un petit peu de faire de l'escalade maintenant. Alors, au premier contact, quand quand commence à germer l'idée, est-ce que vous vous dites c'est un pari complètement fou, on va pas y arriver Je me suis pas dit ça, non, franchement. Je me doutais qu'il allait y avoir des difficultés dans cette entreprise, et il y en a eu. Mais j'avais confiance, en fait. J'avais confiance aux capacités de Georges. Bon, j'avais confiance aussi aux miennes parce que j'ai l'habitude d'arpenter des territoires assez difficiles en franchissement. Là, il y avait une difficulté supplémentaire. Et c'est vrai qu'on a commencé notre périple avec beaucoup de doutes. On se demandait si on allait réussir à traverser l'Islande complètement à pied, parce que au centre de l'Islande, il y a une zone qui est quasi lunaire, où là on a eu une hésitation à s'engager, et on a réussi à trouver notre rythme au bout de quelques jours de marche,
parce que c'était pas évident quand même que Georges me tienne le bras. Moi-même, ça me gênait dans la marche, dans la progression. Il a fallu qu'on trouve un équilibre commun. Et ensuite, surtout que vous partiez avec des sacs très lourds, hein. Oui. Donc non mais on n'était pas très bien entraînés, je crois, parce qu'on avait 20 kilos sur le dos. Et la première journée où on a réalisé 25 km, le soir on était complètement tétanisé musculairement. On pouvait même plus bouger d'un mètre, tellement on avait des douleurs musculaires. Georges en sourit, mais à mon avis vous avez moins rigolé sur le moment. C'est sûr, ça a été très difficile. Oui. Et vous, Georges, vous avez fait confiance tout de suite à Philippe, parce que, moi je me mets à votre place, Philippe, devenir les yeux de quelqu'un, c'est quand même un petit moment d'appréhension en disant surtout pour dire que je le laisse pas tomber et que. Disons que pour moi, je pense que c'était quand même un petit peu plus facile que pour Philippe, parce que Philippe n'a jamais guidé quelqu'un, alors que nous, en tant que déficients visuels, on est toujours guidé soit par le chien, soit par une personne. Donc automatiquement, on est obligé de faire confiance à la personne. Mais là, vous allez vraiment très loin dans un pays que vous connaissez pas. Je suppose que on perd ses repères. Donc ah oui, les repères étaient très difficiles, surtout qu'en plus tous les soirs, donc on changeait de camp. Le campement tous les soirs changeait. Donc Philippe devait m'expliquer aux alentours de la tente tous les obstacles qu'il pouvait avoir, et donc c'est vrai que les repères là c'était assez difficile, mais il fallait se les reconstruire tous les jours. Tous les jours. Bon, heureusement que dans la tente, c'est pas très grande, donc il n'y a pas de souci. Là, j'avais mes repères, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais c'est surtout à l'extérieur du campement. Des fois, c'était assez difficile. Et bon, Philippe pouvait pas m'accompagner non plus tout le temps. Donc là, il me guidait une première fois quand on avait monté la tente. Et puis après, j'essayais donc d'enregistrer, de mémoriser le trajet et avec la canne de pouvoir un peu me déplacer autour du camp. Puis alors, ce que vous nous disiez, Philippe, quand on vous a joint par téléphone, c'est qu'effectivement, vous vous rendiez compte que dès que vous vous éloignez et que vous regardez le camp et Georges, vous voyez bien que là, il y avait plus de repères. Il devenait immobile. Ce qui me surprenait, c'est que je faisais des images, donc je quittais le camp pour avoir des plans assez éloignés. Et je me rendais compte que dès que je m'éloignais, Georges devenait immobile devant le campement parce qu'il ne pouvait pas prendre le risque de s'éloigner trop loin. Et j'ai réalisé à ce moment-là, et c'est sans doute seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était quand même un peu dépendant de moi et que je devais l'accompagner jusqu'au bout du périple. Je ne pouvais pas l'abandonner sur la Lune. Donc du coup, c'est vrai que sympa de le ramener. sur le coup, c'est vrai. Donc ça a créé quand même une certaine fatigue psychologique de mon côté. Peut-être une petite, parfois des petits moments de lassitude. Je l'ai pas dit à Jo, ça. C'est l'heure de vérité. On découvre tout. Bon, ne me tapez pas après si vous apprenez des choses l'un sur l'autre après l'émission. Hein. Bon, il y avait ça, mais c'est normal. Je me disais, c'est normal après tout, parce que même quand j'expliquais à Georges, même quand on voyage avec quelqu'un qui est voyant dans une expédition, il y a des moments de grand bonheur collectif, et il y a des moments où on a envie de se retrouver aussi seul. Alors que là, à ce moment-là, c'est vrai que c'était pas possible finalement avec Jo. Mais c'était, moi, je suis parti en me disant que l'aventure serait l'aventure. Je verrais bien ce qui se passe. Vous avez quand même l'habitude de voyager seul, vous dans oui, je suis tous plutôt un solitaire. Ouais. Donc il y avait double défi. Et ça, vous l'avez ressenti vous aussi, Georges ? Un petit peu, mais je pense que finalement, il a fait abstraction de tous ces voyages qu'il a fait avant, en solitaire, et il s'est mis à fond dans ce voyage-là de guide, carrément. Mais il a fait un travail quand même énorme, parce que, comme il disait, il y a eu des passages, c'est vraiment lunaire, des cailloux partout, donc tout le temps, il était, attention, le caillou, alors il se déplaçait sur la gauche, donc quand je sentais mon bras, puisqu'il était de mon côté gauche, donc quand je sentais mon bras, qui s'écartait, donc je me rapprochais de lui, et puis quand il fallait aller à droite, pareil, il me poussait, là, à ce moment-là, donc c'est moi qui me décalais sur la droite, il me disait, bon, attends, on va monter, attention, donc ça a été quand même assez difficile, mais il s'en est vraiment bien tiré. Il avait de la chance de son côté, bon, après l'humour prend un peu le pas sur
le quotidien de la marche, tout ça, parce que on finissait par parler un peu de la non-voyance de Georges, et je lui disais, t'as quand même de la chance de pas voir les immensités qui nous restent à franchir, parce que franchement, elles sont pas agréables. Donc on arrivait à se stimuler comme ça par l'humour. Oui. Et là où je suis content, c'est qu'on a réussi, donc après peut-être 10 jours, à vraiment s'installer dans la marche et à trouver notre rythme, comme je disais tout à l'heure, et surtout à devenir autonome, parce que sur le parcours, on a perdu toute connexion avec l'extérieur. On avait un panneau solaire qui n'a pas fonctionné, donc on n'a pas pu recharger nos batteries de téléphone. Ouais. Et quelque part, ça m'a arrangé, parce que ça nous a permis d'être coupés de tout et de vivre réellement plusieurs journées complètement autonomes dans ce décor où on attendait que la nuit tombe, que le jour se lève, on cherchait notre eau donc on était redevenu, on est allé à l'essentiel et on a passé là les 4-5 plus belles journées du voyage. Alors justement, racontez-nous un petit peu le parcours. L'idée, c'était donc de partir du nord de l'Islande et de revenir au sud et traverser à pied, tout simplement. Comment vous avez choisi l'itinéraire, Georges ? Disons qu'on avait discuté un petit peu, bien sûr, avant de partir. Et oui, le but de la traversée, c'était de rejoindre, donc, de partir de l'océan Atlantique Nord et rejoindre l'Atlantique au sud de l'Islande, faire le voyage de la mer à la mer. Voilà. Après, l'itinéraire, c'était en fonction aussi des sites qu'on pouvait traverser. Donc, on avait une envie, c'était de passer à côté donc du fameux grand glacier, le plus grand glacier d'Europe, là, le Vatnajökull ou Jokul, ça je sais pas comment on prononce. C'est très bien. Écoutez, j'avoue votre courage de vous lancer dans la prononciation, je l'aurais pas fait. Après, on était à côté aussi du fameux volcan qui est rentré en éruption donc au mois d'avril, où celui-là le nom est un peu plus compliqué, c'est le Eyjafjallajökull. Voilà, donc qui est toujours un petit peu en activité, puisque Philippe me disait que par moment on pouvait voir un peu de fumée qui s'échappait. Et puis on a dormi également au pied du volcan Hekla, qui là aussi c'est un des plus grands volcans d'Islande. Et d'ailleurs il se faisait du souci quand le premier est rentré en éruption, ils avaient peur que ça réveille les deux autres, puisqu'il y en a 3 côte à côte, et ils avaient peur parce que là les dégâts ont été beaucoup plus importants. Donc on voulait passer dans ces sites-là et puis rejoindre donc la mer du Nord, la mer du Sud. Et pourquoi l'Islande ? C'était votre rêve, Georges ? Pas spécialement mon rêve. C'est vrai que je suis plus attiré par les contrées froides que chaudes. Ouais. Donc, mais c'était un pays qui nous semblait assez sympathique. C'est un pays de glace et de feu, comme on dit. C'est pas des paysages qu'on aurait pu vivre ailleurs. Donc le choix là, c'est Philippe qui m'avait dit au départ, est-ce que tu seras intéressé par l'Islande ? Et de suite j'ai dit oui. Je crois que c'est une randonnée en septembre, parce qu'on l'a fait en septembre, donc c'est le début de l'hiver en Islande. C'est une randonnée abordable, puisqu'on en juillet, août, pas mal de gens font la traversée de l'Islande. Nous, ça a été un peu plus compliqué justement parce qu'il commençait à faire froid. Il y a quand même bien 15 jours de voyage loin de tout. Et l'Islande, comme dit Georges, c'est quand même un pays d'une grande beauté. Il y a vraiment, on sent que c'est une terre en ébullition, en travail. Et c'était aussi un peu à mi-chemin de l'Arctique. Donc nous deux, on est assez passionnés par ces régions-là. Georges aimerait partir au Groenland, passer un hiver. Moi-même, ça va être encore un autre défi. C'est peut-être une piste. C'est une piste de futur voyage. Oui. Donc c'était un petit avant-goût à ces régions polaires. Et en fait, notre parcours, l'Islande, il y a une route principale qui s'appelle la N1 qui fait le tour de l'Islande. C'est la seule route fréquentée par la population. Et ensuite, vous avez des pistes qui traversent tout le pays. Et il y en a une assez connue qui s'appelle la F26 qu'on a empruntée, qui est une piste de 4x4 en fait. Ouais. Et des gros 4x4, pas les petits 4x4 de Toulon, des 4x4 avec des roues énormes. Et donc, ils l'empruntent sur toute la traversée nord-sud du pays. Et donc c'était une voie un peu naturelle tracée pour nous. Et cette voie passe justement à côté de ce volcan et nous a permis de quitter la civilisation du nord et la retrouver au sud un peu plus tard. Voilà, alors pour vous trouver des pauses musicales, eh bien en fait très facile, puisque la chanteuse Björk est islandaise, donc It's Oh So Quiet.
it's over.